Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous, bienvenue chez vous dans votre espace matinal de tous les jours. C'est Bonjour d'Algérie, vous êtes parfaitement à l'heure puisqu'il est 8h06 et nous allons tout de suite commencer avec bien évidemment le sommaire de notre émission. Dans quelques instants, nous allons retrouver Ahmed Grigahsen avec lui. Nous parlerons de Yenayer et du calendrier agraire ou le calendrier classique algérien, mais pas que, puisque nous allons revenir aussi sur la découverte de cette nouvelle planète annoncée par la NASA le 7 janvier dernier. Pour la deuxième partie de l'émission, nous retrouverons Ouida Dagabi pour ce qui est de la rubrique santé. Elle reviendra ce matin sur une pathologie qui touche beaucoup de monde et qui se manifeste à partir de 40-50 ans. C'est l'arthrose. Nous allons y revenir avec plus de détails. Mounia Witis sera là pour nous parler de la plagiocéphalie correspondant à un aplatissement du crâne chez le nourrisson. Mounia va nous expliquer comment l'éviter ou comment la prévenir plutôt. Farah Hamadesh, et pour ce qui est de la rubrique Conso, eh bien, aujourd'hui, elle s'intéresse à la lumière bleue provoquée par les écrans. Elle parlera de ses dangers et comment s'y protéger, justement. On fera le point sur l'actualité avec Khalida Ahmed lors du Flash Info de 9h. Voilà pour l'essentiel. Allez, sans plus tarder, la météo avec Minad. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Comment ça va? Ça va. Alhamdoulilah. Alors, il va pleuvoir aujourd'hui ou ça va se calmer? Ça va se calmer en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, allez, on y va avec les nouvelles du ciel. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien aujourd'hui, il va continuer à pleuvoir, notamment vers la partie ouest avec des pluies assez marquées sur les régions côtières. Des chutes de neige affecteront les régions intérieures, dépassant les 1200 mètres d'altitude. Sur la partie centre, un ciel plutôt nuageux en journée, quelques pluies éparses, ça va s'améliorer progressivement en fin d'après-midi. Un ciel voilé, nuageux, parfois vers la partie est. Quelques passages nuageux intéresseront les régions du nord Sahara, la Saoura avec toujours un petit peu de pluie, notamment vers la Saoura, un ciel dégagé. Sur le reste des régions sahariennes, les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 13 degrés à Alger, Tizi Ouzou, 17 degrés à Annaba, 12 degrés. Du côté d'Oran, on notera un minimum de 6 degrés. À Tiaret Al-Bayad, 16 Gardaya, 14 degrés à Béchar, 20 degrés à Tindouf, 24 à Adrare, et enfin 28 degrés à Borj Mokhtar et à N'Gazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on notera une petite amélioration, notamment à Londres, avec un ciel voilé, dégagé du côté de Lisbonne, et puis toujours nuageux à Marseille, Berne, Berlin, Prague, Budapest et Bucarest. Côté Mercure, on notera 4 degrés à Bucarest, 14 à Budapest, 3 degrés à Varsovie ainsi qu'à Prague, 4 degrés à Berlin, 2 degrés à Berne, 10 à Marseille, enfin 6 degrés à Paris. Place tout de suite à l'éphéméride, et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Alors, merci beaucoup Mina. Merci à vous. Retenir un peu de pluie donc, sur le nord Sur le centre. centre du pays. Il faudra faire attention par contre à l'ouest, de la neige et beaucoup de pluie. Voilà, et puis pour le sud, ce sera ensoleillé. Ce sera ensoleillé, oui, on va dire un petit peu partout. Si on veut profiter du soleil, Il faut aller à Tam. Voilà, faut aller à profiter Tam. du soleil, il faut aller à Tam. Merci beaucoup Mina. Bonne journée à vous. Bonne journée. Quant à nous, on continue en musique. On va voyager en Kabylie cette fois avec Messa Bouchafa. Regardez, appréciez. On se retrouve tout de suite après.
Voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Et on continue, place à présent, à la première rubrique du jour, tout de suite après ceci. Voilà, et la première rubrique du jour, c'est celle de Tahmed Krig Hassan. Bonjour Ahmed. Bonjour Soumia. Comment ça va? Alhamdulillah, Allah yaslamik wa yaghfir. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser avec vous au calendrier agraire ou au calendrier classique algérien. Donc c'est un calendrier utilisé traditionnellement en Afrique du Nord, employé entre autres par les Berbères, et puis il est utilisé pour régler les travaux agricoles saisonniers construits sur la base du calendrier julien. Parce que c'est un calendrier julien. Oui, exactement. La base scientifique, elle est julienne. Et on le sait, c'est prouvé. Même les noms des mois, c'est des noms latins. Donc, vous avez Inayer qui nous rappelle Januarius, vous avez Februarius, vous avez plein de... donc, on retrouve. Et en fait, ces emprunts, c'est tout à fait normal entre les différentes cultures. Parce qu'on trouve la même base. Elle est partagée par presque tous les peuples de la Méditerranée, sauf la partie est qui a gardé les noms des mois syriaques ou les noms des mois coptes. Donc, sinon, le reste de la Méditerranée ont adopté les noms juliens des mois. Et donc, bien sûr, le calendrier, c'est quoi? C'est en fait fixer quelques repères dans le temps pour pouvoir organiser sa vie. Donc, il y a même pour les gens qui ne cultivaient pas encore, donc les gens qui vivaient de la chasse et de la cueillette, donc ils savaient que périodiquement il y avait des arbres qui allaient donner des fruits, périodiquement il y avait des animaux qui allaient rentrer dans leur phase d'accouplement, donc il fallait pas les chasser. Périodiquement on pouvait pêcher, donc il y a des périodes précises qu'il fallait fixer dans le temps pour pouvoir s'organiser et faire en fait des prévisions, en fait, c'est ça, programmer sa vie. Mais c'est cyclique, ça revient. Donc, ils ont donc appris que, oui, à cette période, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont fait le lien scientifique qui a été fait entre ces périodes naturelles qui vivaient, ces changements saisonniers, avec les quelques phénomènes célestes, donc le déplacement apparent bien sûr du Soleil autour de la Terre, donc en rentrant dans certaines zones du ciel, ou même les phases de la Lune, ils ont pu de là construire en fin de compte un compute. Le compute, c'est quoi? C'est en fait, on a détaché quelque part ce calendrier, cette organisation du temps, des phénomènes eux-mêmes. On peut calculer, donc en faisant un calcul d'entier, 1, 2, 3, 4, 5, je peux dire que par exemple, je vous dis le mois de janvier, vous allez me dire qu'il fait froid. On n'est pas dire qu'il va faire chaud, parce que c'est ancré dans votre tête, janvier, c'est l'hiver. C'est clair. Ça ne peut pas être l'été. Mais pour pouvoir conserver ça, il fallait aussi faire quelques réglages. Pourquoi? Parce que notre comptage se fait en entier. Mais la longueur de l'année, elle n'est pas entière. Donc il y a 365 jours et un quart. Et quelques bribes. Et c'est le quart et le bribe qui posaient problème. Avec le temps, ça s'accumule et ça peut provoquer des déphasages. Donc, on peut arriver, si on ne règle pas le calendrier, on ne le fixe pas, si on ne met pas de règles pour ajouter le fameux jour ou le retrancher, donc mettre 28 jours, 29 pour février, on peut tomber sur des cas, on va dire, il fait froid en plein mois d'août. Oui. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec l'année lunaire, parce qu'elle n'est pas calée sur l'année naturelle. Tout simplement, il n'y a pas de décalage. Il y a certaines cultures qui avaient adopté le calendrier lunaire et ils ont aussi fait le mois intercalaire, un mois intercalaire, pour à chaque fois revenir à caler l'année lunaire sur les saisons pour pouvoir dire que tel mois il va faire chaud et faire des prévisions. Donc c'est ça en fait le calendrier, c'est tout simplement avoir des repères. Et chaque culture a ses repères. Donc de quoi avaient peur en fait les gens, les paysans? Ils avaient peur des périodes de grand froid et de grande chaleur, surtout chez nous. Parce que les grandes chaleurs, oui, on sait, on n'a pas de... Pour les récoltes. En Afrique du Nord, on n'a pas de grandes rivières. Donc même pour les travaux agricoles, donc, il faut être prévenant, il faut des collectes d'eau, il faut mettre des citernes, donc il y a toute une organisation. Donc on a des oueds qui vont s'assécher pendant l'été, donc il faut être très prudent, donc on doit faire le oula, donc on doit mettre de côté des choses et voilà, vivre comme ça. Donc pour ça,
Mais en fait, en Algérie, on n'a pas que le calendrier julien pur, donc avec les mois. Donc en nord, on utilise les mois, donc on a Yennayer, Fourar, comme on dit, Février quelquefois. Donc il y a Mars ou Mars, Avril ou Abrir. Donc vous voyez, les localismes, même les noms changent un peu. Tout dépend des dialectes et de comment les gens ont capté le nom, ils l'ont gardé. Donc il y a Abrir, il y a Mayo, il y a Yunio, il y a Yulio, il y a Roust, Shoutember, Octobre, November, Dojember. Et en fait, c'est les noms utilisés dans le journal officiel algérien. Donc c'est eux qui sont utilisés. Donc ça, c'est dans la partie nord. Par contre, dans la partie stépique, donc les hauts plateaux et le Sahara, ils utilisent un autre calendrier. C'est le calendrier où ils utilisent aussi les mentions lunaires. Donc, on peut même se passer des mois, utiliser rien que les mentions lunaires. Au moment où cette mention se lève ou se couche, on va utiliser pour faire des prédictions de météorologie. Donc, on a les deux, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Et dans les deux, on a des moments importants de l'année. C'est des périodes, bien sûr. Donc, il y a le début de l'année qui est fêté, chacun le fait à sa façon. Le début de l'année correspond à la moitié des Layali Soud, ou les Liali. Donc, c'est une période de grand froid. Donc, les gens avaient peur de cette période. Et ils adoptent, il y a même une diététique qui est adoptée pour ces périodes. Il y a des régimes alimentaires, il y a des diètes. Donc, il y a toute une science qui est autour de ça. Donc, il y a face au au froid. Donc, même pour l'été, on vous conseille de manger ceci, de ne pas manger cela. En période de grande chaleur. De grande chaleur, pendant toute l'année. Donc, tout dépend de la période. Donc, vous avez l'Iali, et puis vous avez le Ftera, vous avez Nissan, vous avez Shawarbe. Donc, il y a la nouvelle an fêtée dans quelques parties de l'Algérie. C'est le printemps, c'est Arba'. Donc à l'est, c'est une période importante. Donc, parce qu'il y a bien sûr la nature qui reprend ses vigueurs et de la verdure. Donc ils partent recevoir ces bienfaits. Et c'est une saison aussi, tout aussi importante que Yennayer. Peut-être dans quelques régions plus importantes que Yennayer. Donc on a Smaïm, qui est une période très importante. Qu'est-ce que j'ai là? On a le Jumarat, on a le Rumara, c'est des noms, on a l'Ansra. Le Jumarat, on peut expliquer? Le Jumarat, c'est aussi des périodes où on commence à éteindre les feux d'hiver. Ah, d'accord. Donc, il disait qu'en fait, c'est comme si on avait sa maison ou sa tente à 3 niveaux. Donc, on met les animaux à l'extérieur, les enfants au milieu et puis l'intimité à l'intérieur. Et on commence comme ça à éteindre les feux parce qu'il y a la chaleur qui revient. Donc, petit à petit, on commence à réduire. Donc, on laisse les animaux sortir. Puis, les enfants, bien sûr, commencent pendant le printemps. Et comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on faisait. Donc, voilà, donc il y a aussi tout ce savoir qui était bien sûr transmis via plusieurs canaux de transmission. Il y a le canal des manuscrits, donc je ne sais pas si les images sont passées. On continuera peut-être d'en parler après ce reportage que nous allons suivre, Ahmed. Et la communauté algérienne établie en France célèbre également Yennayer, cette fois en étroite collaboration avec le consulat d'Algérie. L'heure est à la joie et au partage à travers ce repas gratuit offert à l'occasion à plus d'une soixantaine de personnes. Regardez, c'est un reportage signé Amélie Sirité. C'est autour de bons mets traditionnels et au rythme de la bonne musique algérienne que nos ressortissants établis à Paris ont célébré Yennayer. Des moments de joie, de solidarité et de partage, notamment avec des ressortissants d'autres nationalités en situation précaire. Une initiative du Consulat général d'Algérie à Paris qui vise à renforcer les liens d'unité, de solidarité et d'entraide entre les membres de notre communauté. Nous avons choisi en particulier cette année de nous rapprocher de notre communauté pour fêter ensemble Yennayer, mais plus particulièrement nos anciens qui sont coupés du pays, coupés souvent de leur famille. Et nous avons voulu être proches d'eux pour partager
ce moment de joie et de solidarité. L'association Ayam Zamen est vraiment ravie d'organiser cette journée très conviviale à destination des personnes âgées qui sont en situation de précarité et d'isolement sur le territoire de Belleville. Et pour la première fois, cette journée s'organise en partenariat étroit avec le consulat d'Algérie, qu'on remercie encore chaleureusement pour sa générosité. Ça nous a permis d'offrir un repas gratuit à plus de 60 personnes aujourd'hui. Une bonne initiative qui met en évidence les nouvelles orientations du président de la République et l'intérêt accordé aux ressortissants algériens établis à l'étranger et plus particulièrement la frange la plus défavorisée de nos concitoyens résidant dans des foyers d'accueil. Ça nous a permis de tous nous regrouper ensemble, ça nous a fait très plaisir et je pense que ça a fait très plaisir aux adhérents Zéron parce que ils sont tout seuls, ils sont pas en famille, donc ça leur a fait très très plaisir. Bonne année tout le monde, كل عام وانتم سعيدين وان شاء الله ويعطيكم الصحة اللي راكم كاع هنا. هي تحية القنصلية نتاع الجزائر اللي عملتها رحبت بنا وعملت لنا معناها فطور باهي ومشكورين يعني خير من برشا ناس. عيدة دابور كل عام وانت بخير وانتم بخير ان شاء الله الجزائر والمغاربه والتوانسه كلهم تدخل عليهم بالصحه والهنا. Une journée de partage que ces personnes marginalisées ne sont pas près d'oublier, d'autant plus qu'il s'agit d'une preuve de solidarité et de leur attachement à leur pays. Belle ambiance en tout cas, Ahmed. Oui, la fête. Et justement, il existe en fait un décalage, Ahmed, entre le calendrier grégorien et le calendrier julien. C'est pourquoi le 1er Yinaïr ne correspond pas au 1er janvier, n'est-ce pas? Exactement, parce qu'en fait, le julien, c'était une correction. C'est un peu le schéma de toutes les périodes, les saisons, voilà, les saisons de l'année avec tout. Donc c'est un bon résumé que j'ai trouvé dans le net. Donc c'est une belle image qui résume tout. Et puis qu'est-ce qu'il y avait? Il y a le calcul de l'année. Et on s'est rendu compte, la première approximation, c'était de prendre que, par exemple, les Égyptiens avaient une année de 360 jours. Et puis, ils rajoutaient les 5 jours, donc c'est les 5 jours intercalaires qu'ils mettaient à la fin de l'année. Là, dans ce tableau, on voit la différence qui a été... l'évolution de la différence entre les deux calendriers, la réforme julienne et la réforme grégorienne, suivant le temps. Donc, de 1582, au moment de l'introduction, de la réforme grégorienne était de 10 jours, on est passé en 1800 à 12 jours et en 2000 on est à 13 jours en fait. Donc il y a une évolution. En 2200 la différence serait de 14 jours. 14 jours. Donc c'est tout à fait normal parce que l'année julienne théoriquement c'est une année de 365 jours et un quart. Alors que l'année grégorienne, elle va un peu plus, il y a plus de poussière. Ces petites poussières qui viennent après le 25, je pense 58, c'est une sorte de quelques pourcents qui va s'accumuler pendant le temps et qui va pousser, faire qu'il y ait ce décalage. Donc en fait, l'année julienne aussi se sépare, n'est plus calée sur l'année tropique. Ça c'est par exemple un tableau qu'on trouve, que les gens font et qu'ils publient dans des calendriers, des fois qu'on trouve même sur le net, où ils essaient de résumer les moments les plus importants de l'année. Vous avez Nissan, début de Nissan, fin de Nissan, vous avez le moment de l'automne, vous avez tout ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est un calendrier agraire, les périodes et les saisons sont très importantes. Exactement. Voilà. Donc, et il y a aussi, je voulais pas aussi juste un mot sur le fait qu'il y a beaucoup de proverbes qui ont été collectés sur l'année, sur l'organisation de l'année. Donc le paysan n'étudiait pas, donc il n'avait pas de tableau, il n'avait pas de manuscrit, c'est plutôt les proverbes. Donc quand on vous dit que, par exemple, mais je ne sais pas, الصيف ضيف وربيع مدام وشتا شدة كيف يكون الرخاء والخريف هو العام. Donc le plus important c'est le kharif, donc c'est au moment de préparer. L'automne. Et puis exactement. Donc c'est
Donc c'est tout un savoir. En fait, avant de préparer cette émission, j'ai collecté, je peux vous promettre, c'est des tonnes de documents qui existent. C'est des travaux éparpillés qui n'ont pas été, il n'y a pas de synthèse de tous ces travaux. Donc c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Mais voilà, on va parler peut-être la grande nouvelle. Exactement. C'est cette nouvelle planète qu'on vient de découvrir. La NASA annonce donc la découverte d'une nouvelle planète le 7 janvier dernier, qui fait 7 fois la Terre. Ouais. On dit que la vie est peut-être possible parce qu'on pense qu'il y a la présence de l'eau sur cette planète, mais ce n'est pas encore confirmé par les scientifiques. Je vous laisse en parler. Oui, en fait, cette aventure des exoplanètes a commencé pendant les années 90. Bien avant, dans les livres de science-fiction, il y avait des gens qui imaginaient qu'il allait dans une étoile et autour de cette étoile, ils allaient trouver un système qui ressemble au système solaire où on vit. C'était de la science-fiction. Au milieu des années 90, on commence à faire des recherches de plus en plus poussées, on raffine les mesures, on crée même des instruments pour ça et on découvre la première exoplanète en 1995. De là, donc, il fallait confirmer le résultat et puis il y a d'autres équipes qui confirment et on continue à travailler. On utilise plusieurs méthodes. Il y a la spectroscopie, il y a la photométrie. Et puis, depuis 2008, je crois, 2010, on commence à envoyer des satellites. Et maintenant, c'est des données qui viennent c'est des données colossales. Donc, c'est quelque chose d'immense et on doit traiter toutes ces données. On ne peut pas le faire manuellement comme on faisait auparavant. Maintenant, on crée des codes qu'on appelle des pipelines. Donc, on injecte des données en vrac. C'est un traitement qui se fait automatiquement. On sélectionne les premières quelques étoiles, quelques signaux intéressants, et puis on va raffiner. Maintenant, la NASA, comme ils ont des tonnes de ce type d'informations, de données, donc ils ramènent des stagiaires. Au début, c'était des universitaires qui le ramenaient pour des jobs d'été pour faire ce travail. Maintenant, ils sont passés aussi lycéens. Pour vous dire comment les gens suscitent les vocations chez eux. Oui. Et c'est un jeune qui est venu, on lui a tout donné, on lui a montré. Il a 17 ans. Il a 17 ans, exactement. Donc, il vient, il s'installe et tout est préparé pour lui. Donc, il joue sur des paramètres, on lui explique qu'il faut faire ceci, faire cela. Il joue, donc coup de chance. Et de là, il décide de faire une carrière en astrophysique. Peut-être qu'au début, il voulait faire autre chose, mais on a lancé en lui cette vocation par cet événement. Maintenant, tout le monde le connaît. Il s'est fait un nom et je vous promets qu'ils vont même s'il a une intelligence moyenne, même ils vont le former, ils vont investir sur le gars parce que c'est devenu maintenant une icône. Ouais. Donc, il y a tous les jeunes qui vont le suivre, c'est important et il fera sûrement une très belle carrière. Donc, et en tout cas, c'est à travers, donc, on rappelle, il a 17 ans. Après 3 jours de stage à la NASA, à travers le satellite TESS, qui a pour mission de repérer les exoplanètes, vous l'avez dit, donc il découvre une nouvelle planète dans un système à 2 étoiles, un système solaire à 2 étoiles. Donc, son frère, par contre, le frère du jeune homme, a proposé qu'on baptise la planète. Donc, Wolftopia, par rapport à son frère, puisqu'il s'appelle Wolf Kukier. Voilà. Et puis, comme vous l'avez dit, donc, il projette à l'avenir de faire des études en astrophysique. Voilà. C'est fait pour. Et ces travaux ont été présentés lors de la 235e réunion de l'American Astronomical Society. Donc, une avancée importante en tout cas. Et c'est la 13e fois qu'on découvre, qu'on fait une telle découverte, donc à travers de jeunes stagiaires de la NASA. Oui. Voilà. Sans commentaire. Merci beaucoup en tout cas, Ahmed. Merci, Soumaïa. Merci, c'était fort intéressant en tout cas. Voilà, la semaine prochaine. Inch'Allah. Avec plaisir. Quant à nous, on continue en musique avec une très belle chanson intitulée De Paris à Alger. On va encore voyager, cette fois-ci sur Terre, pas dans l'espace. Donc de Paris à Alger avec Samira Brahmia. Je te connais pas, mais bien souvent je t'ai rêvé. J'entends les chants kabyles dans ta Casbah et sur ton île de vie, les rires des aimés. اليوم
عنقال ياسمين في الصح نسات تغني وتحكي على السين والناس من كل مكان جاية ليها زينها وفي النهاية ناس مسحر العشاق Toi tu es né là-bas Moi j'ai grandi ici Nos vies sont comme nos voix mélangées De Paris à Alger Dans ta belle robe blanche Telle une mariée immaculée Derrière le voile, l'amour, la tolérance Pour qu'un jour tes enfants puissent trouver la paix ما بين ليلة ونهار القلوب لهبت والناس هجرت الديار نساو واش خلا والهم الكبار بيضة عذرا رافعة راسها وسط النار Toi tu es né là-bas Moi j'ai grandi ici Nos vies sont comme nos voix mélangées De Paris à Alger J'imagine Bab el-Oued Des mosquées d'or et des ruelles À la télé il y a les pleurs, les raids Mais je sais qu'El Badja est une citadelle عدت أيام الحقد والزين بدا ينسى ويداوي جرحه والدولة ولاد يلعبوا ونسى يغنوا بدا اللي يغيروا عليها فهموا لها القيمة Toi tu es né là-bas Moi j'ai grandi ici Nos vies sont comme nos voix mélangées De Paris à Alger Toi tu es né là-bas Moi j'ai grandi ici Nos vies sont comme nos voix mélangées De Paris à Alger Voilà, très belle chanson de Paris à Alger pour accueillir l'équipe féminine du lundi matin. Bonjour Ided. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va, merci. Alhamdulillah. Et vous? Ça va, je vous remercie. Avec vous, dans quelques instants, on va parler de l'arthrose. Tout à fait. Farah. Bonjour. Comment bonjour ça les va? filles, bonjour à tous. Bonjour. Soumia, ça va? Alors, la vue, les lumières bleues, le la danger. lumière bleue, oui, tout à fait. On va Tout à parler fait, de les tout risques, ça. les dangers, tout à fait. Comment justement préserver se aussi. protéger des lumières bleues. Ce sera dans quelques instants avec vous. Et voilà, j'ai plus de voix. Désolée. Mounia. Bonjour Soumia, bonjour tout le monde. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci à vous. Ça va, alhamdoulilah. On va parler avec vous d'un phénomène qui concerne le bébé. Exactement. De la plagiocéphalie. Plagiocéphalie. On peut prévenir la plagiocéphalie. Exactement. Oui, on peut la prévenir. Vous êtes là aujourd'hui pour en parler. Il ne faut pas avoir peur. On peut la prévenir. Exactement. Voilà, ok. Tout de suite après, donc, la première rubrique, c'est la rubrique santé. Regardez. Alors, Widad, l'arthrose, c'est une maladie qui touche les articulations, ça c'est connu. On l'appelle aussi arthropathie chronique dégénérative. Je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. Super. Elle est caractérisée par la douleur et la difficulté à effectuer donc des mouvements articulaires. C'est la maladie articulaire, en tout cas la plus fréquente. Elle survient
Ça dépend, donc entre 40 et 50 ans, mais la maladie est présente bien avant, c'est ce que vous allez nous expliquer. Et puis, donc elle commence souvent plus tôt, et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. C'est une maladie qui touche beaucoup de monde, beaucoup d'Algériens en tout cas, et c'est pourquoi on en parle aujourd'hui, Widad. Oui, tout à fait. Alors, cette maladie, l'arthrose, tout le monde se plaint d'arthrose. On a tous dans notre entourage une personne qui souffre de l'arthrose, qui altère sa qualité de vie. Oui. Et justement, cette maladie qui est très fréquente en rhumatologie, en consultation, et qui touche les articulations. Alors, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'articulation, en fait, nos articulations, c'est deux extrémités osseuses qui vont se rencontrer, et ils se rencontrent dans l'articulation. Cette articulation, cette extrémité, elle est recouverte d'une structure qui s'appelle le cartilage. Et c'est ce cartilage qui va s'user, ce qui va se détériorer, qui va il va donner cette arthrose. Alors au niveau de l'articulation, ce cartilage, il y a une membrane qui s'appelle la membrane synoviale, et cette membrane synoviale, elle va sécréter ce qu'on appelle le liquide synovial, qui va permettre de lubrifier, de nourrir ce cartilage, de permettre aux deux extrémités de glisser, de se mobiliser. Et on a l'image. Exactement. Et quand il y a de l'arthrose, c'est ce cartilage qui est, on a dit, qui va s'user et qui va donner des petites particules qui vont baigner au niveau de ce liquide qui existe à l'intérieur de cette articulation. Au bout d'un moment, les deux extrémités osseuses vont se frotter et ça va donner ce qu'on appelle une excroissance osseuse. Comme vous le voyez juste à droite, donc ce que vous voyez sur les côtés sous forme de bec de perroquet, ce qu'on appelle les ostéophytes, ce sont en fait l'os qui va commencer à se... Bec de perroquet. Je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Bon. Oui, c'est quoi? C'est les ostéophytes, en fait, c'est l'os qui va donner, c'est une excroissance de l'os due à la destruction du cartilage et la destruction de ce liquide, de la perte de ce liquide synovial qui permet la mobilité des deux extrémités osseuses. Voilà. Quelles sont les causes de l'arthrose? Alors les causes, elles sont multiples. Déjà, vous connaissez quelques-unes? Non. Non. Quand on fait pas de sport? Quand on boit pas assez d'eau? Oui et pas. Aucune idée. Pour moi, ça venait avec l'usure, avec le temps, non? Oui, alors, avec le temps, suite à l'obésité déjà, le poids. Ah, le poids, le surpoids. Comme on a des articulations qui portent le poids, donc surtout la hanche et le genou, avec le temps, donc avec le surpoids et l'obésité, donc on peut user ce cartilage qui existe au niveau de l'articulation. On a aussi l'hérédité. On a remarqué qu'il y a des familles d'arthrose, des familles qui sont suivies pour arthrose. Donc quand on a une... Il y a peut-être aussi des familles d'arthrose. Quand on a des personnes dans la famille qui sont... Je veux dire plusieurs arthroses, c'est ce que je voulais dire. Oui, il y a plusieurs arthroses. Voilà, donc ça forme une arthrose famille. du genou, de la hanche, de la main. Voilà. Ça, c'est la famille, madame, monsieur, de l'arthrose. Voilà. Quand on a plusieurs personnes dans la famille qui sont suivies pour l'arthrose, on a donc le risque de développer une arthrose au cours de notre vie. On a aussi l'effort physique, certaines professions qui sont exposées à ce risque, notamment chez les agriculteurs, les ouvriers. Donc, les sportifs aussi? Oui, les sportifs aussi. De haut niveau, les micro-traumatismes à répétition ou les traumatismes violents aussi, ça peut donner de l'arthrose. Et aussi parce que je l'ai vécu. Donc j'ai eu très mal au dos et très mal au genou suite... la grossesse? C'est la grossesse qui a fait que la prise de poids était importante. Donc du coup, les douleurs au genou et le bas du dos ont fait un ravage aussi. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas si ça peut causer ça ou pas, la grossesse. Oui, et la ça prise peut du poids. causer parce que c'est très lourd, surtout avec deux bébés. Ah oui, deux bébés. Donc oui, la grossesse, déjà la femme, elle gagne beaucoup de poids, une moyenne de 9 kilos au cours de la grossesse, si c'est pas plus. Donc déjà, ça expose à ce risque. Et on a aussi toutes les micro-traumatismes, on a parlé de ça, les sports violents par exemple, l'hérédité, avec l'âge aussi.
avec l'âge, le vieillissement de l'articulation, la sédentarité aussi, la voiture. Exactement, la sédentarité peut causer l'arthrose et ce qui va donner la destruction de ce cartilage qui est très très important et qui donne des douleurs très invalidantes. Voilà. Oui, des douleurs très importantes en tout cas. On va parler des symptômes de l'arthrose. Tout à fait. Alors, il s'agit en fait d'une douleur, ce qu'on appelle les douleurs mécaniques. Qu'est-ce que ça veut dire une douleur mécanique? C'est une douleur qui est soulagée par le repos, qui augmente à l'effort. Donc, le matin, on n'a pas de douleur, mais cette douleur, elle va apparaître au cours de la journée, elle est au maximum le soir. Donc, contrairement à la douleur inflammatoire, elle est au maximum le matin et elle va s'améliorer au cours de la journée. D'accord. Donc, la douleur mécanique, elle va donner ce qu'on appelle aussi une raideur de l'articulation. On ne pourra plus mobiliser l'articulation librement et ça peut donner même à la langue, donc on aura des déformations. Donc il y a des photos qui peuvent nous montrer. Donc, alors c'est des déformations au niveau par exemple des mains. Chez les vieux, on a l'habitude de voir des déformations au niveau des pouces par exemple. Vrai, ouais. Oui, ça c'est les déformations dues à l'arthrose. Voilà. D'accord. Alors, l'âge, on avait dit que ça se manifestait à partir de 40-50 ans, mais en fait la maladie est là, elle est présente bien avant. Justement. À quel âge peut-on développer donc déjà inférieur à l'âge de 40 ans, une personne... On a l'image sur les déformations, sur les déformations, tout à fait. Donc, comme vous le voyez sur la photo, on a plusieurs personnes âgées qui présentent ces déformations. Oui. Alors, par rapport à l'âge inférieur à 40 ans, une personne sur 3, elle présente une arthrose. Donc, c'est dû... En fait, avant, on n'avait pas ça, mais c'est dû au fil des années, on a remarqué que nos habitudes de vie ont changé. Mais ça existe en tout cas dans la littérature médicale. Hein. Oui, bien sûr. Avant quand ils ont fait une étude sur des squelettes osseux, donc ils ont trouvé qu'avant il n'y avait pas vraiment trop d'arthrose chez les jeunes. Donc la prévalence a changé ces dernières années. Donc c'est le mode de vie en fait. Oui, c'est le mode de vie qui a changé. Donc on sollicite plus nos articulations. Il y a l'hérédité. Alors soulager l'arthrose avec la naturopathie. Oui. Alors, c'est possible. Il y a l'acupuncture, il y a plusieurs moyens de soulager l'arthrose. Le massage peut-être? On peut, le massage, les cures thermales par exemple, la chaleur, tout ça peut aider à soulager les douleurs de l'arthrose. Alors en parlant de massage, je pensais aux huiles qu'on utilise, l'huile de massage, l'huile naturelle donc. Exactement, de l'huile d'olive par exemple, l'huile d'olive tiède, c'est un anti-inflammatoire naturel local, excellent, exactement. Et par contre ça soulage les douleurs, ça ne fait pas, pas le problème. Ça ne stoppe pas l'évolution de l'arthrose, c'est ça le problème, on va agir sur la douleur. Curcuma, pourquoi? C'est un anti-inflammatoire aussi. Anti-inflammatoire aussi, oui. Justement, je voulais poser une question par rapport, parce que vous disiez que l'arthrose, c'est un petit peu le liquide qui disparaît. Est-ce qu'il y a moyen de le reconstituer ou c'est impossible? S'il disparaît, c'est terminé. S'il disparaît, on ne peut pas le reconstituer. C'est irréversible. C'est irréversible, justement. Il n'y a rien. On peut stopper l'évolution de l'arthrose. Mais dès que le processus va commencer, donc on ne pourra pas revenir. Dès que la machine est en marche. Voilà, on ne pourra pas revenir en arrière. On peut prévenir l'évolution vers ce qu'on appelle l'ankylose de l'articulation, c'est-à-dire les deux os qui vont se coller. Donc on peut prévenir ça avec plusieurs moyens, notamment l'hygiène de vie et certains médicaments. Voilà. Alors, ça nous amène au traitement, justement. Traitement de l'arthrose. Alors, comme je l'ai dit, l'hygiène de vie, c'est très important. C'est-à-dire, si la personne est en surpoids ou elle est obèse, il faut diminuer le poids de la personne. Ça va soulager l'arthrose et les douleurs. On a aussi évité par exemple l'exercice physique. Il y a des exercices physiques qui sont violents. C'est vrai que ça donne l'arthrose, mais si, par exemple, en dehors des crises douloureuses, on peut pratiquer une activité sportive, mais vraiment modérée. Il faut aller doucement. On vient de voir une image, c'était du lait. Une image. Est-ce qu'on peut
Est-ce qu'on peut revoir l'image, s'il vous plaît? Est-ce que le lait serait un traitement parce que ça contient du calcium ou... Oui, oui. Pourquoi on a cette image? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est pas moi. Alors, le lait, ça contient du calcium, et c'est bon pour les os. En tout cas, voilà, on a expliqué. Tout à fait. On continue avec le traitement. Alors, on disait que le traitement, tout d'abord, il faut soulager la douleur. Et pour soulager la douleur, on a soit un traitement par voie orale, par voie locale, ou bien par voie, on injecte des infiltrations en intra-articulaire. Alors, par rapport au traitement par voie orale, on a le paracétamol, par exemple, pour les douleurs, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple. Mais comme il s'agit des personnes âgées, les anti-inflammatoires, c'est un petit peu dangereux. On n'en donne pas trop. On préconise au cours des crises douloureuses, mais il ne faut pas en abuser parce qu'ils sont fragiles, ça donne des effets secondaires, notamment sur le plan digestif, au niveau de l'estomac, exactement. Alors, on revient au lait. Alors, le mélange taille de lait, de curcuma, d'huile d'olive, de menthe et d'aloe vera, c'est un traitement efficace contre l'arthrose. Il semblerait. Oui. En général, peut-être, oui. Tous ces ingrédients sont un peu anti-inflammatoires, donc du coup, je pense que le mélange des deux fait un cocktail. En tout cas, au contraire. Tout ce que vous venez de citer n'est pas nocif pour la santé, pourquoi pas? C'est excellent pour la santé. Voilà. Le curcuma, c'est connu, on connaît ses bienfaits anti-inflammatoires. Oui, l'huile d'olive également, l'aloe vera, la menthe. Mais pas le lait. Oui. Mais pas le lait. Oui, généralement le lait, c'est riche en calcium. Oui, mais on dit qu'il a des vertus, justement, enfin pas des vertus, mais plus un côté inflammatoire. C'est-à-dire quand on a une inflammation, il faut éviter de prendre du lait, ça va aggraver les choses. Quelle inflammation? Au niveau de à quel niveau? Au niveau digestif? Pas de manière générale, enfin, d'après ce qu'une fois j'ai lu, lorsqu'il y a des inflammations, on évite, au moins durant la crise, on évite de prendre du lait. Par exemple, dans des cas de dysménorrhée, il est déconseillé de prendre du lait à ce moment-là. Parce que ça a tendance à augmenter l'inflammation. Mais en tout cas, le lait, il est bon pour la santé. Oui, je parle juste du côté inflammatoire. Voilà. C'est vrai qu'en cas de certaines, quand il s'agit d'une inflammation au niveau du côlon, par exemple, et tout, on évite de prendre du lait parce que ça aggrave la symptomatologie. Une gastro-entérite aussi, on évite tous les produits laitiers parce que ça a tendance à favoriser la diarrhée et les vomissements. Mais cette recette, quand on va bien, ça a l'air d'être bon pour la santé, pourquoi efficace pas. Peut-être, oui. C'est à essayer en tout cas. Exactement. C'est des produits naturels, ça risque pas de... Peut-être qu'on peut supprimer... Je sais pas si on supprime le lait, je sais pas ce que ça donne. L'ail, le goût. Ail, curcuma, huile d'olive, menthe et aloe vera. Avec le lait, je sais pas trop le goût, qu'est-ce que ça va donner. Avec du lait, peut-être que ça va être bon, peut-être. Oui. Ouais. Alors, justement, on disait par rapport aux traitements médicamenteux et par rapport aux anti-inflammatoires, il ne faut pas trop en abuser chez des sujets âgés. On peut donner par voie locale, comme sous forme de patch, de gel, par exemple, pour soulager la douleur. Est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Parce que j'ai l'impression, j'ai déjà utilisé plusieurs patchs, j'ai l'impression que certains patchs ont plus un effet refroidissant et puis un effet qui brûle surtout la peau, qui nous fait oublier la douleur de l'os. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Parce qu'au final, ça dépend, pas tous les types de patchs, c'est vrai. Il y a des patchs qui brûlent, il faut faire attention, des réactions allergiques aussi par rapport à ça. Donc, il faut bien choisir ce qu'on utilise. Nous, en tant que médecin, on prescrit pas n'importe quel patch, justement par rapport à l'arthrose. Et on a aussi les gels anti-inflammatoires. Par contre, on m'a conseillé de ne pas masser. Exactement, il ne faut pas masser. Il faut juste appliquer le gel anti-inflammatoire et laisser... Encore une question. Oui. Est-ce qu'on applique le gel jusqu'à ce qu'il sèche ou est-ce qu'on l'applique en couche et on laisse sécher à l'air libre? On l'applique en couche et on le laisse sécher. D'ailleurs, c'est la peau qui va absorber. Justement. D'accord. Alors, petite correction. Par rapport à mon traitement, c'est pas le mien en fait, c'est pas ma recette, c'est celle de Wafa Al-Rawati que je salue, notre réalisatrice. Elle me dit, alors le lait avec l'ail, simplement, donc le curcuma et l'huile d'olive ensemble, et puis l'aloe vera comme gel, peut-être pour ma salle. Si j'ai bien compris, si j'ai pas compris, Wafa, je suis désolée, j'ai fait de mon mieux en tout cas. Voilà, donc, voilà pour le traitement. Mis en cuisine. Oui. Non,
en cuisine, ça va. Mais bon, là, les recettes de grand-mère, ça allait j'ai donner essayé de l'idée, m'appliquer quand même. Je vais essayer de... prochain stage chez WEFA, en tout cas pour les traitements au naturel. Oui. Voilà, elle est très adepte en tout cas et elle a raison parce que ça fait beaucoup de bien en tout cas. Oui, bien sûr, tout ce qui est Voilà. naturel et quand c'est au contraire, nous, on préconise les produits naturels. Alors, on disait que... On termine Oui, avec, on termine. s'il Alors, vous plaît. il y a les infiltrations de corticoïdes aussi qu'on Ouais. utilise, mais le problème, c'est qu'il faut toujours refaire d'autres injections, d'autres infiltrations de corticoïdes. On a l'acide hyaluronique aussi. Oui. On peut avoir recours à la kinésithérapie. Oui. Et ça peut aller même vers la chirurgie dans certains cas. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Idette. Merci à vous. Voilà, c'était la rubrique santé présentée par notre reine du shopping à nous, Idette Agavi. Merci en tout cas. Merci à vous. Allez, on passe à Mère et enfant. Oui. Tout de suite après ceci. Céphalie. Alors, ça fait peur, mais rassurez-vous, madame, monsieur, c'est quelque chose qu'on peut prévenir. Justement, c'est pourquoi Mounia 8 est là ce matin pour nous donner quelques conseils. Alors, la plagiocéphalie ou plagiocéphalie positionnelle par rapport à la position de bébé correspond à un aplatissement du crâne. Chez le nourrisson, plus communément, cette déformation crânienne est appelée le syndrome de la tête plate. Voilà, le syndrome de la tête plate, on le sait tous, jusqu'à l'âge de 12 mois environ, les os du crâne du bébé demeurent minces et souples. C'est pourquoi sa position donc, lors du dodo peut provoquer donc la plagiocéphalie. Je vous laisse en parler, Mounia. Très bien. Donc la plagiocéphalie, alors c'est quoi? La plagiocéphalie veut dire tout simplement tête plate. Alors la plagiocéphalie est composée de deux mots. Alors plagio du grec qui signifie oblique. Donc voilà, oblique, et céphalie qui est le crâne. Là on voit en image ce que c'est exactement une plagiocéphalie. Donc elle peut être modérée, elle peut être sévère, donc plus grave. À ce moment-là, il va falloir des traitements. Donc il y a deux sortes de plagiocéphalie. Donc là, il y a un sujet dont on ne va pas parler aujourd'hui, c'est la craniosténose. C'est une malformation génétique et ça se traite par chirurgie. Donc à ce moment-là, là c'est une plagiocéphalie positionnelle. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la plagiocéphalie positionnelle. Donc dans la plagiocéphalie positionnelle, il y a plusieurs plagiocéphalies. Il y a la congénitale, alors qui se passe à l'intérieur de l'utérus pendant la grossesse, surtout si la maman est alitée pendant un certain moment. S'il y a une grossesse multiple, donc s'il y a des jumeaux ou des triplés, donc un bébé va gêner un peu l'autre, donc ça pourrait provoquer une plagiocéphalie. Déjà dans le ventre de maman. Déjà dans le ventre de maman. D'accord. Et ensuite, on a une plagiocéphalie qui peut être périnatale. Donc à ce moment-là, c'est au moment de l'accouchement, suite à des gestes invasifs nécessaires pour le bon déroulement de l'accouchement, c'est tout simplement les forceps et puis la ventouse qui peuvent provoquer une plagiocéphalie. Et le plus courant, c'est aussi la plagiocéphalie secondaire. Et celle-là, c'est au fur et à mesure, c'est quelques jours après la naissance, c'est lorsque le bébé reste toujours sur la même position. Donc sur le côté ou la tête. Bon, on fait dormir bébé, il faut savoir qu'on fait dormir bébé sur le dos. Ça c'est clair, il n'y a rien à dire. Donc quand on fait dormir bébé sur le dos, le fait d'avoir la tête soit sur le coussin, sur le matelas. Sur le matelas, pas de coussin. Ouais, oui. On est en train de voir une image. Exactement. Là, ça c'est les tapis d'éveil. Les tapis d'éveil qu'il faut éviter, on en reviendra plus tard. Donc là, oui, voilà. Donc la plagiocéphalie positionnelle, donc qui vient quelques jours après l'accouchement, c'est le fait de faire dormir bébé sur le dos. Bébé, les premiers temps, dort beaucoup, surtout la matinée. Et donc le fait de dormir sur le dos, la tête, le poids de la tête revient sur soit le côté, s'il a l'habitude de mettre la tête sur un des deux côtés, donc gauche ou droite, ou alors à l'arrière. Donc voilà les trois types de plagiocéphalie. Voilà, trois types de plagiocéphalie. Alors,
Comment prévenir la plagiocéphalie? Alors, comment prévenir la plagiocéphalie? Alors, il faut éviter justement tous ces trucs qu'on nous vend un peu partout, le transat, ce qui fait que bébé reste allongé sur le dos. Donc, on a le transat, on a aussi le tapis d'éveil qu'on vient de voir. Oui. Il est préférable de prendre des tapis d'éveil sans l'arche. Vous voyez, il y a une arche au-dessus, donc on évite l'arche qui est... donc on met bébé sur le ventre, bien sûr, on le surveille. Donc on met bébé sur le ventre avec un tapis d'éveil plein de couleurs pour stimuler sa vue vers le tapis, justement. Et puis on essaye de stimuler bébé sur les deux côtés. Si on voit qu'il a l'habitude de se mettre toujours la tête sur le côté gauche ou le côté droit, on essaye de stimuler l'autre côté, et le côté qui n'est pas préférentiel. Parce que bébé a toujours un côté préférentiel. On a l'impression justement qu'il a un torticolis, parce que le torticolis forcément donne une plagiocéphalie, c'est que le cou de bébé est bloqué dans un seul sens, donc il ne peut pas se retourner sur l'autre sens. On a aussi ce qu'on appelle un torticolis, mais qui n'est pas vraiment un torticolis, c'est juste que bébé préfère mettre sa tête d'un certain côté, vu sa position aussi dans le ventre de maman, donc il a peut-être pris l'habitude d'être sur la gauche ou sur la droite. Oui. On va continuer tout de suite après le flash info. On va demander à Khalida Annette de nous rejoindre. Khalida, venez, bonjour. Bonjour. Venez. Je vous laisse ma place. Oui. Voilà. Je vais à côté de toi. Tiens. Viens. Allez. On laisse Khalida s'installer. Bonjour Khalida. Bonjour. Bonjour les filles. Rebonjour. On s'est vu tout à l'heure. Oui, on s'est vu tout à l'heure. Je vous ai vu tellement tôt que j'ai eu l'impression que c'était hier. Non, on se bat tous les jours, tôt le matin, donc c'est bien. Allez. On y va avec l'actualité du jour. Oui, donc bonjour les filles. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. On va commencer avec cette conférence internationale sur la Libye qui a, dans les travaux, ont été clôturés hier tard dans la soirée. Donc les principaux points de la déclaration finale dont les participants ont appelé, on va citer quelques points. Donc les participants ont appelé à une cessation des ingérences extérieures dans ce pays, le respect de l'embargo sur les armes, le maintien du cessez-le-feu, un maintien permanent, la dissolution des milices, la relance du processus de réconciliation. D'ailleurs, dans ce contexte, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a pris part à cette conférence, a fait part de la disponibilité de l'Algérie à abriter le dialogue entre les frères maliens. Et puis, le président de la République qui a pris part à cette conférence a regagné Alger hier soir après avoir, je le disais, pris part à cette conférence. Lors de cette conférence d'ailleurs, le président de la République a réaffirmé le refus catégorique de l'Algérie de la politique du fait accompli en Libye. Et puis, le président de la République a eu des entretiens hier, plus tôt dans la journée d'hier. Le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le président français, c'était hier soir, Emmanuel Macron, et avec le président du Conseil européen Charles Michel. Et puis il faut savoir qu'une nouvelle opération de solidarité humanitaire en faveur du peuple libyen sera lancée aujourd'hui à partir d'Alger. C'est le Croissant Rouge algérien qui se charge de cette opération. Et puis on reste avec les efforts de la diplomatie algérienne pour le règlement des conflits dans les pays voisins. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Beldhen, a coprésidé avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali la 15e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien, donc une réunion pour relancer l'accord de paix d'Alger de 2015. Et puis l'Algérie qui prend part aussi aujourd'hui à Londres aux travaux du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. C'est le ministre de l'Industrie et des Mines qui représentera l'Algérie à cette rencontre. Et puis, il faut savoir que l'Algérie
figure pour la première fois dans le top 60 de l'indice de l'innovation de l'agence américaine d'information financière et d'intelligence économique, l'agence Bloomberg. Un rapport publié le 18 janvier a classé l'Algérie à la 49e place des 60 pays les plus innovants. L'Algérie a obtenu un score global de 51,24 sur 100. Et puis, on a joué hier pour la mise à jour de la 12e journée de football de Ligue 1. Le NC Magra et le Parado AC ont fait un match nul. Donc, c'était un match de mise à jour, comme je le disais, de la 12e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. 2 autres rencontres de mise à jour sont programmées pour aujourd'hui. La JS Kabylie affrontera le MC Oran à 16h. C'est un match qui se jouera à huis clos. Et puis, l'Azochlef et l'USM Alger s'affronteront à 17h. Donc, c'est des matchs comptant pour la 13e journée de Ligue 1 Mobilis. Voilà pour le Flash Info pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Khalida. Bonne journée. Je vous en prie, bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Khalida. Donc, prochain rendez-vous avec l'information. Le prochain rendez-vous avec l'info, c'est le journal de midi. Voilà, c'est dit. Merci. Bonne journée à vous, en tout cas, et bon courage. Merci. Voilà. Et puis, comme on dit à la télé, à tout de suite, madame, monsieur. Regardez ceci. Voilà, et puis une information importante avec la sélection algérienne de handball qui s'est imposée devant son homologue marocaine sur le score de 32-30. C'était donc dans le cadre de la CAN 2020, du championnat d'Afrique des Nations pour ce qui est du handball. Donc, ça se passe en Tunisie. Voilà, bravo à l'équipe nationale en tout cas, qui a très bien démarré cette saison. Voilà, on revient avec vous, Mounia, à la j'allais dire la plagiothérapie. La plagiocéphalie. Voilà, donc la plagiocéphalie, on s'était arrêté au conseil. Vous étiez en train de nous donner des conseils pour prévenir la plagiocéphalie. Exactement, donc la plagiocéphalie, comme on l'a dit, c'est l'aplatissement de la tête du bébé, à force de le mettre sur le dos ou de le laisser dormir sur le dos, et puis même tout ce qu'on nous pousse à acheter en quelque sorte avec le transat, avec le tapis d'éveil, avec l'arche. Donc il faut éviter ce genre de choses, plutôt préférer le portage avec l'écharpe de portage si c'est possible, ou alors mettre le bébé sur le ventre, bien sûr, avec le surveiller comme on le voit sur les images, avec un tapis d'éveil coloré. Bon, il faut dire aussi que les premiers jours de bébé, il ne voit pas les couleurs, donc il faut plutôt le stimuler avec du noir et du blanc. Théoriquement, il ne voit pas l'éléphant. Il ne voit pas vraiment l'éléphant, il ne voit pas très clair à la naissance, le bébé ne voit pas très clair à la naissance, donc il voit le noir et le blanc, c'est les contrastes. Donc il faut stimuler avec des jouets noirs et blancs pour qu'il tourne la tête sur les deux côtés. Les clés, pas lui donner les clés, faire le bruit, voilà, le bruit avec les clés pour faire tourner sa tête sur les deux côtés. Il faut éviter ce genre de tapis d'éveil avec l'arche. Ça le pousse toujours avoir la tête rester sur le dos et du coup à ne pas bouger, à plat. Voilà, exactement. J'ai perdu mes mots. Oui. Donc voilà. Ça arrive. Oui. Alors comment prendre en charge la plagiocéphalie. C'est la plagiocéphalie. Ouais. Excusez-moi. Donc la plagiocéphalie, comment prendre en charge? Alors, comment prendre en charge la plagiocéphalie? Premièrement, il faut tout d'abord aller voir son pédiatre et voir avec le pédiatre si ça nécessite vraiment des séances de kiné. Donc, on peut aller voir un kinésithérapeute ou un ostéopathe. Et puis, dans des cas très sévères, là, on voit un médecin.
On voit un médecin, mais là on Des gens. préconise de mettre un casque qu'on appelle une orthèse crânienne. D'accord, Donc, on a le vu casque, ça en image. Voilà, c'est Oui. c'est assez. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour aider à Remettre en place. voilà, le crâne de bébé. Donc dans des cas sévères, on peut aller jusqu'au casque, tout simplement. J'ai du mal ce matin. Je suis mal réveillée. Mal réveillée. Exactement. Vous avez veillé? Un peu, oui. Alors, Amine Besh n'était mal réveillé ce matin, mais c'est parce qu'il a regardé plein de films. C'est un cinéphile. Oui. Vous n'avez pas regardé de films? Non, moi, c'est les couches et les biberons. Ça viendra. Les Oui, films. les films, plus tard. Ça viendra, en tout cas. Donc, je rappelle juste que la plagiocéphalie, donc c'est un aplatissement du crâne, de la tête de bébé. Donc, pour la prévenir, il faut essayer de stimuler bébé sur le côté qu'il ne préfère pas. Donc, l'autre côté, s'il préfère le côté droit, on stimule sur le côté gauche. S'il préfère le côté gauche, stimule. Pour l'inciter à bouger, à tourner la tête sur les deux côtés. Voilà. Et puis, si on voit une plagiocéphalie assez sévère, il faut toujours consulter son médecin. Toujours, c'est lui qui vous orientera vers un kinésithérapeute et voilà. On peut la détecter tout seul à la maison comme ça? Oui, ça se voit. Quand on voit la tête de face, non. De face, ça ne se voit pas vraiment. C'est en voyant le bébé de profil, donc on distingue l'aplatissement, ou alors en voyant au-dessus de la tête. Donc comme le fort, quoi, tout simplement. D'accord. Là, on peut remarquer, comme on le voyait sur les photos, les premières photos, on peut remarquer soit un léger aplatissement ou ça peut être plus sévère. Oui, donc quand on le remarque, c'est pas que c'est très avancé en tout cas. Voilà, ça peut être léger, donc rien qu'en stimulant bébé. Si c'est plus sévère, là, il faudra consulter et puis voir avec votre pédiatre. Et voir avec les spécialistes de la santé. Exactement. Merci beaucoup, Mounia. Super maman. Merci. C'était sympa. Allez, on passe à la rubrique conso tout de suite après ceci. Voilà, et la rubrique consommation et vie pratique est présentée comme d'habitude par Farah Hamadash. Bonjour Farah. Rebonjour Farah, vous êtes là depuis tout à l'heure. C'est pas grave. C'est Pour contagieux. ceux qui viennent de nous rejoindre, il n'y a pas de problème. C'est de famille, hein. Bon, allez, aujourd'hui nous allons parler avec vous de la lumière bleue. Cette lumière émise par nos écrans. Alors, écran de téléviseur, écran de portable et puis d'ordinateur peut-être. Oui. Aussi, tout ce qui est... tablette ne serait pas sans danger pour notre santé en tout cas. La lumière bleue fait de plus en plus parler d'elle. Elle est émise par les écrans omniprésents au quotidien, d'autant plus que nous passons des heures par jour à consulter nos smartphones. Nous passons des heures à regarder la télé et à travailler sur l'ordinateur. Y sommes-nous vraiment de plus en plus exposés aujourd'hui à la lumière bleue? La lumière bleue représente-t-elle un réel danger pour les yeux? Faut-il s'équiper de lunettes anti-lumière bleue quand on utilise beaucoup les écrans? Réponse ce matin avec Farah Hamadash. Alors justement, pour cette lumière bleue, comme vous le savez, la lumière blanche du soleil, elle est composée de sept couleurs. Donc nous avons le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orangé et le rouge. Il y a aussi deux couleurs qu'on ne voit pas, c'est l'infrarouge et l'ultraviolet. Alors depuis quelque temps, on parle beaucoup de cette lumière bleue parce qu'aujourd'hui elle est omniprésente dans nos intérieurs et dans nos quotidiens puisqu'elle est émise par les ampoules LED qu'on utilise de plus en plus parce qu'elles sont économiques, elles sont amies de l'environnement, etc. Donc on utilise beaucoup des ampoules LED et ces ampoules LED, elles émettent justement cette lumière bleue et on la retrouve aussi dans les LED, on les retrouve aussi donc sur les tablettes, les téléviseurs, dans les écrans de tablettes, de téléviseurs et de smartphones. Donc c'est pour ça que nous sommes très exposés à cette lumière bleue. Mais c'est pas toute la lumière bleue qui est dangereuse. Exactement, en fait. justement. Une partie de cette lumière spectrale qui peut être dangereuse pour notre rétine. Exactement, c'est la lumière bleue violet. Voilà. Parce qu'on va voir la lumière bleue turquoise, elle est bonne pour notre santé, elle régule l'humeur. C'est le jus d'orange tachina. La lumière bleue violet, j'attends. Mais c'est ça, c'est exactement ça en fait. Turquoise et la lumière bleue violet, donc c'est la lumière bleue violet qui est nocive pour la santé. Rétine. Exactement, pour la rétine d'abord. Et ça a été prouvé par différentes études. Il y a une étude de l'université de Toledo aux États-Unis, pas en Espagne,
donc, qui ont découvert que cette lumière bleue déclenche en fait une réaction chimique au niveau de l'œil, et cette réaction chimique va détruire les cellules va détruire plutôt les photorécepteurs, qui sont en fait les cellules qui nous permettent de voir. Donc, carrément. Et cette destruction, elle est plus grave chez les enfants parce qu'avant l'âge de 14 ans, le cristallin de l'œil ne filtre pas les ondes lumineuses. Donc l'œil d'un enfant, ils absorbent toutes les ondes lumineuses qui arrivent, y compris donc cette lumière bleue, elle n'est pas atténuée. Donc ça risque de détruire encore plus vite leurs cellules, les photorécepteurs. Et il y a une autre étude aussi qui a démontré qu'une exposition prolongée à la lumière bleue, elle augmente le risque de développer une dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, et aussi la cataracte. Donc ce n'est pas négligeable. Cette lumière bleue, elle est vraiment dangereuse. De plus, il y a la variation d'intensité des LED, des ampoules LED, que ce soit sur le téléphone ou sur les écrans. Donc parfois il y a un phénomène de clignotement, et ce phénomène de clignotement peut provoquer des maux de tête et de la fatigue visuelle. C'est pour ça que lorsqu'on passe beaucoup de temps devant les écrans, on a mal à la tête. Parfois on a les yeux qui sont un petit peu rouges, on est fatigué, etc. Ça, c'est aussi l'effet de la lumière bleue. Et l'autre danger de la lumière bleue, cette fois-ci, ce n'est pas sur la vision, mais plutôt sur notre sommeil. Parce que pour dormir, notre corps doit sécréter l'hormone, la mélatonine. Et pour sécréter cette hormone plutôt, le cerveau ne la sécrète que dans l'obscurité. Dans le noir. Exactement. Et lorsque justement la présence de cette lumière bleue notamment, elle retarde cette sécrétion, et donc ça retarde l'endormissement. C'est pour ça qu'il faut penser à faire ses lectures le soir avec une lampe de chevet. Exactement, pas d'écran. Pas d'écran le soir, pas de tablette. Exactement. Un livre plutôt que faire ses lectures, je voulais dire, le livre. Tout à fait, papier, le livre papier. Papier, exactement. Voilà. Avec une lampe de chevet, donc pour éviter, pour un peu réduire et avoir cette qualité de sommeil qu'on recherche. Exactement. Quoique aujourd'hui sur les tablettes, ils vous proposent un mode nuit. Il y a l'écran qui change un petit peu, c'est censé réduire l'effet, mais bon, il est préférable quand même d'aller plus vers un livre papier qu'un livre numérique. Voilà. Oui. Alors, comment peut-on se protéger contre cette lumière quand on utilise son téléphone ou quand on regarde la télé? Oui, alors il faut savoir que nos yeux ont un capital lumière, comme notre peau a un capital soleil, c'est la même chose. Au bout de, si on consomme rapidement ce capital, donc on n'en a pas, donc on n'est pas protégé. Donc pour protéger ce capital lumière, il y a plusieurs solutions. Il y a, comme vous le disiez, les lumières qui sont équipées de verres filtrants, donc qui filtrent la lumière bleue. Donc anti-lumière bleue, il marche très bien d'ailleurs. Et justement l'avantage de ces verres traités, ils permettent en fait, ils bloquent, ils filtrent la lumière bleu-violet qui est nocive pour la rétine, mais ils laissent passer la lumière bleu turquoise qui, elle, comme je vous ai dit, elle régule l'humeur et elle aussi, elle régule notre horloge biologique, donc pour retrouver le jour, la nuit, etc. Aussi, on n'utilise pas les smartphones et les tablettes dans l'obscurité. On allume toujours une petite lumière le soir quand on utilise ces écrans. Les personnes qui sont exposées plus de 30 minutes par jour aux écrans, elles doivent porter ce genre de verre anti-lumière bleue. Même si elles n'ont pas besoin de correction, elles peuvent toujours acheter chez l'opticien, faire juste des verres, comme on dit, des lunettes reposantes, des verres qui ne sont pas correcteurs, mais juste avec le filtre. Là, je pense que tout le monde est concerné parce qu'on passe forcément plus de 30 minutes sur notre portable toute la journée. Ne serait-ce que devant la télévision. Plus de 2 heures. Exactement. Plus de 30 minutes. Entre le téléphone, la télé, le PC quand on travaille. Exactement. Ça fait des heures d'exposition à la lumière bleue. Tous aux lunettes. Non, exactement. C'est ce qu'il faudrait. Tout le monde doit se protéger. Et pour finir, en fait, si vous avez par exemple dans la famille des antécédents de personnes qui sont atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA ou la cataracte, ils ont 2 fois plus de raisons justement de s'équiper de lunettes avec des verres traités parce que justement ils sont plus à risque. Parce qu'il y a déjà les antécédents familiaux. Donc voilà, profiter de ces écrans, etc. D'accord, mais se protéger. Se protéger et puis les lunettes. Et puis peut-être, profiter de ces écrans, mais bon, il faut peut-être penser aujourd'hui à réduire sa consommation en la matière. Oui, notamment pour les enfants, peut-être. Surtout pour les enfants. Surtout pour les enfants. Tout à fait. En fait, ces écrans-là sont nocifs pour la santé, on l'a dit. La lumière bleue, est-ce qu'elle est en rapport avec... On parle d'autisme aujourd'hui, beaucoup, provoqué
par les écrans aussi. Oui, faire à l'âge de 3 ans. Voilà, Si on parce que expose nos enfants. les bébés, on leur donne, bon allez, tu pleures, tiens, mon portable, joue avec. Grossière erreur. Oui. Donc on parle beaucoup d'autisme. Tout à fait. À travers. Est-ce que la lumière bleue est responsable de ça? En fait, le problème, c'est que c'est plutôt les ondes. C'est les ondes qui vont atteindre le cerveau de l'enfant ou du bébé. Donc c'est ce qui va donner, c'est ce qui va provoquer par la suite l'autisme. Donc au contraire, on déconseille maintenant d'éviter les écrans, carrément, la télé, tout. Oui, parce que si je peux juste rajouter quelque chose, c'est par rapport, comme vous disiez, ce n'est pas la lumière bleue qui est, parce qu'il y a des études qui pensent, enfin, ça n'a pas encore été démontré à 100%, mais il y a justement cette hypothèse que les écrans peuvent favoriser malheureusement l'autisme. Donc chez les enfants, parce qu'en fait le problème ce n'est pas la lumière, ce sont les ondes électromagnétiques qui sont émises par les écrans. Parce que pour le téléphone, la tablette, il y a des ondes électromagnétiques. Pour que ça fonctionne, c'est de l'électricité. Même le Wi-Fi. Exactement, même le Wi-Fi. Donc ces ondes-là, des études ont prouvé par exemple que s'ils mettaient, que ça soit un écran ou qu'on appelle ça, celui qui lance le Wi-Fi. Ah, je sais, moi je suis perdue. Le modem. Donc un modem Wi-Fi, et ils ont juste mis à côté un réceptacle, un récipient avec de l'eau. Ils ont remarqué que l'eau bougeait à côté de ces ondes. Carrément. Donc ça veut dire que ces ondes, elles arrivent à atteindre cette eau et qu'elle la fait bouger. Idem donc, ça veut dire que étant donné que notre corps est composé d'eau à plus de liquide, 75%. Donc automatiquement ça a aussi un effet sur nous. Donc pour les enfants, lorsqu'ils sont jeunes, il y a leur cerveau qui n'est pas encore, qui n'est pas développé, qui se développe, mais qui est très sensible, qui se développe. Donc ces ondes-là, elles perturbent un petit peu le bon développement du cerveau. Donc avant l'âge de 3 ans ou bien même avant 3 ans, interdit. Avant 3 ans, pas d'écran. Et surtout pas c'est tout ce les qui est études tablette. qui ont... Donc les experts et les études ont prouvé que c'est très mauvais avant l'âge de 3 ans. Donc pas tout ce qui est... donc surtout peut-être le téléviseur plus ou moins, si on peut éloigner l'enfant, mais tout ce qui est tablette, téléphone, c'est juste à côté du visage. Oui. Et plus on rapproche, plus on augmente un petit peu l'impact de ces ondes électromagnétiques. Et je pense qu'on ne sensibilise pas suffisamment les parents sur ça parce que... On les voit dehors. On les voit dehors dès que bébé commence à pleurer ou dès qu'il réclame le téléphone. Le bébé réclame bébé. Je ne dis pas enfant, je dis vraiment bébé qui réclame le téléphone. Ce n'est pas normal. Voilà. Et qui le manipule. Mieux qu'un adulte. C'est terrible alors qu'il vaut mieux éviter de manipuler le téléphone devant un bébé pour ne pas l'inciter à 3 ans, c'est même l'exposition par exemple à la télévision, c'est bien contrôlé, un temps précis, il faut éloigner l'enfant. Exactement, 30 minutes, pas plus. Donc là, faut vraiment, c'est l'occasion de le dire aussi pour les parents, on évite, comme vous disiez, de donner les téléphones aux enfants lorsqu'ils sont jeunes, donc avant 3 ans, 4 ans. Oui. D'ailleurs, la 5G fait polémique à travers le monde, justement. On parle d'impact sur la santé. Est-ce que c'est nocif? Est-ce que ce n'est pas nocif? Les spécialistes, en tout cas, sont en train de faire des enquêtes pour est-ce qu'on lance ou pas la 5G aujourd'hui. Ça crée polémique et c'est pas pour rien, justement. Je pense que ça sera lancé quand même, parce qu'il y a tellement d'enjeux économiques derrière que ça sera lancé. Ça c'est pas la santé qui va stopper ça, malheureusement. Peut-être qu'on revient aujourd'hui dans Bonjour d'Algérie aux bonnes vieilles habitudes, le crochet. Ah oui. Plutôt que les écrans. Oui, exactement. Oui, mais justement, il faut essayer d'occuper les enfants et puis essayer d'occuper les enfants avec des activités, des jeux faciles à faire à la maison, pas forcément des jouets extraordinaires avec des prix impossibles. Oui. Donc, vaut mieux les occuper avec Ajralia Dawiya. Exactement. Voilà. La pâtisserie, par exemple. Voilà. En tout cas, on reste au crochet. Je vous invite à suivre ce reportage. Elle s'appelle Yam. Elle est passionnée de crochet et elle en a fait son métier. Yam apporte au crochet une touche particulière à travers ses travaux. Regardez, c'est signé Maya Amrani. Yam, jeune artisane aux fins doigtées et aux idées créatives, cultive une passion très particulière pour le crochet. J'ai fait des études en commerce, en commerce international. Mais je me suis juste après lancée en créant ma page professionnelle. Après des études supérieures, Yam revient vers son premier amour, le crochet, et avec d'autres matières et d'autres modèles plus contemporains. J'ai appris tout ce qui était les bases, les basiques. Mais après, il y a eu la disponibilité de toutes ces matières,
qu'on voit là, c'est nouveau. C'est pour ça que j'ajoute moderne, voilà, le crochet moderne. Alors là, c'est un point basique, voilà. C'est un point turc, parce que les Turcs, ils sont aussi très développés dans ce domaine. Pas que les Turcs, les Russes, les Brésiliens, les... Est-ce que vous avez appris dans une école aussi ou bien uniquement la formation de votre maman? Uniquement ce qu'elle m'avait appris et que j'ai développé par la suite. Voilà. Après, je peux voir un modèle que je peux reproduire. Là, par exemple, les tapis tête d'ours. Voilà. C'est une inspiration aussi qu'on voyait partout sur le net. Oui. Et voilà, donc à vue d'eux, j'ai pu reproduire ces modèles-là. J'en ai fait aussi des doudous lapins. C'était avec un fil aussi spécial, avec du coton plus fin. Voilà. Un fil adapté aussi pour qu'un enfant puisse jouer avec. Le crochet, délaissé pendant quelques années, revient. Et grâce à la création de YAM, il devient très décoratif, soit pour les chambres d'enfants, soit pour les cuisines ou salles de bain. Vous avez un enfant donc, qui va à l'école? Oui, il a 4 ans. Vous le suivez? Oui, ça va. Et lui aussi, il est très attiré par ce que je fais. Il aime bien m'aider, il aime bien beaucoup plus jouer, surtout quand je réalise certains motifs pour enfants. Là, ça le capte, là, ça l'attire. Donc, je vois que ça peut plaire aux clientes. C'est de la peinture, c'est du dessin? Non, c'est un papier qu'on colle. Voilà, c'est du... Je sélectionne moi d'abord tous ces motifs-là. Selon les tendances, comme je vous ai dit, voilà, sur le net on trouve vraiment tout, donc on s'éclate, on choisit ce qu'on aime et que je fais imprimer. Là le papier il est spécial, c'est du PVC qu'on peut même mouiller ou voilà. Même le côté pratique, j'essaye de... J'ai commencé par prendre des commandes. Oui. Petit à petit j'ai fait des expos-ventes, donc je devais préparer des ouvrages dédiés à la vente uniquement. Et maintenant, je fais un peu les deux, vu que j'expose encore par moment. Alors, ma dernière expo, elle remonte à décembre. Voilà, où j'ai exposé au Sofitel. C'était durant une semaine. Voilà. Et tout dépend des lieux où il y a même une expo, où on est invité, où les organisateurs eux-mêmes font appel à des artisans. Votre mari vous facilite les choses? Oui, il m'encourage beaucoup. Mari ainsi que famille, belle famille. Ça c'est bien. Oui, surtout pour un artisan qui, voilà, comme nous, on fait pas, ça nous prend beaucoup de temps déjà de 1 et de 2, c'est un travail quand même assez épuisant et on a besoin d'encouragement. Mais il est passionnant. Oui, très. Car de jour en jour, j'ai envie de réaliser des nouveautés ou selon, comme je vous ai dit, les tendances actuelles que j'ai envie d'introduire avec cette petite touche de crochet. Donc ça devient passionnant. Malgré toutes ces occupations, Yam trouve toujours un moment à partager avec son enfant et elle retrouve bien sûr sa zénitude sur cette belle terrasse. Voilà. Et Mounia Huitis, le crochet c'est son truc. Hein. Elle en fait même des robes. Oui. Non, mais avec le crochet, on peut faire pas mal de choses. Des nappes, des robes, des vêtements, des bonnets, des écharpes. J'en faisais beaucoup à un certain moment. Et ce que je voulais dire, c'était que c'est une thérapie. Ça aide beaucoup à déstresser. Ça fait du bien. On se vide la tête et quand on fait du crochet, ça nous fait du bien. C'est une sorte de thérapie maintenant. Ouais, voilà, le crochet et le tricot. Et quand on sait faire. Même les écrans. Ouais, quand on sait le faire aussi. C'est mieux que les écrans, voilà, exactement. Mais bon, pour moi, le crochet... Ben, ça dépend. Faut essayer. Il faut essayer. Il faut un atelier crochet un jour au moment où vous Ah oui, va nous apprendre. On devrait faire atelier crochet pour bébé. Je vous ramènerai ce qu'il faut. Et on essaiera d'apprendre. Hein. Voilà. Allez, on passe à l'image du jour. L'image du jour, cette fois, nous provient du Canada avec ses impressionnantes chutes de neige que connaît le pays depuis vendredi. Même si les hivers canadiens ont parfois été rudes et éprouvants, ils nous offrent tout de même un spectacle des plus inattendus. Les images montrent des accumulations impressionnantes de neige dont certaines bloqueraient l'entrée de maisons, comme on est en train de le voir. Certains véhicules se sont retrouvés carrément sous la neige. C'est assez impressionnant. La capitale de la province canadienne, en tout cas,
de Terre-Neuve et Labrador a été est complètement sous la neige, j'allais dire. Il est tombé près de 80 cm de neige depuis vendredi matin sur la ville ainsi que l'aéroport de Saint-Jean, un véritable record. Les automobilistes et certaines maisons disparaissent sous des congères provoquées par des vents dépassant les 100 km à l'heure. La neige a donc recouvert les maisons et les voitures de la ville la plus à l'est de l'Amérique du Nord, Saint-Jean de Terre-Neuve. On est en train de voir ça. Alors la neige qui bloque l'entrée des maisons, les gens se sont retrouvés prisonniers chez eux, mais ils sont très contents, regardez, d'avoir de la neige. Ça fait toujours du bien. Voilà, la neige, je sais pas. En ce moment, peut-être Tikjda chez nous, ou Sharia, bientôt. Je crois qu'il y a même un BMS aujourd'hui. Il y a un BMS. Chute de neige. Il va neiger sur les hauteurs. Donc il faut en profiter. Entre 10 et 15 cm, je crois. On ne risque pas d'avoir ça. On ne risque pas d'avoir ça. Ça, c'est près d'1 mètre quand même de hauteur. Parce que je pense qu'avec le vent et tout ça, voilà. Et les voitures qui se sont retrouvées complètement recouvertes de neige, c'est un spectacle assez impressionnant à chaque fois. Par exemple, on a l'habitude de voir des gens bloqués carrément, des routes bloquées. En tout cas, à l'ouest du pays, il va y avoir des chutes de neige, donc faire attention. À Tlemcen également. Il faut être prudent. Sur la route. Prudent sur la. Oui, même au centre du pays, il va y avoir donc de la pluie. Il faut être donc vigilance sur les routes tout au long de cette semaine. Voilà. C'est fini. Merci. Oui, c'est fini. Merci beaucoup. C'était sympathique comme à chaque fois. Merci. En attendant la neige. On n'était pas très en forme aujourd'hui, non. On le reconnaît, on n'était pas très en forme. En même temps, arthrose, plagio. Oh là là. Plagiocéphalie. Plagiocéphalie. Tête plate. Voilà, le syndrome de la tête plate et la lumière bleue. Oui, on n'est pas gâtés, hein. Ouais, merci. C'est important d'en parler en tout cas.